Merci beaucoup Jacques pour cette introduction. Après cette présentation, c'est toujours difficile parce que l'attente est là. Et je dois dire, je suis très honoré d'être dans cet endroit qui est un endroit magique. Et il y a toute une histoire derrière. Et c'est vrai que je suis assez ému en réalité parce que c'est une façon pour moi de vous présenter, je dirais, une facette qui est plutôt une facette plus liée à la passion. Donc peut-être quelque chose d'assez personnel que je vais vous dévoiler ici ce soir. C'est pas le professeur de droit fiscal qui vous parle, c'est plutôt un être qui est fasciné par certaines choses, qui peut-être dessine un avenir inquiétant d'un côté, radieux pour certains, c'est un terme que d'ailleurs certains je pense n'aimeront pas particulièrement, et donc je vais essayer de me lancer en quelque sorte. C'est un peu comme un solo de guitare ce que je vais vous faire ce soir, avec pour thème la littérature et les robots. Et l'idée de base, c'est de vous montrer, d'ailleurs de vous inciter à une certaine humilité en réalité. Parce que la plupart des choses dont on parle aujourd'hui, elles ont déjà été évoquées, elles ont déjà été analysées, elles ont déjà été même vues, et il y a déjà des enseignements assez incroyables que l'on peut tirer de cette lecture. Déjà Jean-Jacques Rousseau, cher à Jacques Berchtold, va apparaître dans ce domaine comme un visionnaire sur certains aspects. Et donc, c'est une sorte de retour aussi aux anciens. On est dans un monde de technologie, de modernité, et de temps en temps, je pense que c'est bien de prendre un peu de recul, de revenir un tout petit peu au classique, à l'humanité, dans le vrai sens du terme, pour en tirer des enseignements. Alors, c'est vrai que les robots, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un robot? On va discuter petit à petit. Mais on dit en tout cas clairement, et on avait une conférence il n'y a pas longtemps, quelques heures même, avec le doyen Bénédicte Foix, dont je salue la présence, sur l'intelligence artificielle et le droit. Donc les robots, on le voit bien, sont désormais petit à petit, et peut-être vous ne vous en êtes pas encore vraiment rendu compte, sont entrés dans notre vie. Vous avez, jusqu'ici, ces robots étaient utilisés plutôt dans l'industrie, donc c'est plutôt pour fabriquer des machines, fabriquer des voitures. Au Japon, maintenant, pratiquement 80% des usines de voitures sont robotisées, donc 80%. Et donc jusqu'ici on dit bon, c'est un travail, c'est des machines qui sont remplacées, pas trop d'inquiétude. Et pourtant, ces robots, si je pense simplement à l'économie, sont utilisés maintenant aussi dans les services. Petit à petit, on a déjà des robots avocats, Ross, le robot chercheur qui vous fait des recherches juridiques. Comme par hasard, le domaine de spécialité de Ross, c'est le droit de la faillite. Est-ce qu'ils ont fait exprès de commencer par ce thème? C'est quand même assez ironique. Vous avez des robots médecins, certains maintenant diagnostics sont, semble-t-il, plus efficaces avec l'intelligence artificielle, c'est plutôt une bonne chose sur ces aspects. Vous avez des robots, même dans les hôpitaux, vous avez des robots aussi pour aider les artistes. Ça commence même dans ce qu'on appelle le entertainment, donc le secteur des divertissements, dans les administrations. J'ai vu au Japon par exemple un robot qui est commencé, un prototype, mais qui est là pour aider aux gens à remplir leur déclaration d'impôt. Alors vous avez des petites lumières qui partent des yeux, qui vous montrent où vous devez remplir les cases. Attention quand même de vérifier que le chiffre qu'il vous met est bien exact et qu'il ne rajoute pas des zéros peut-être un peu trop rapidement. Donc ce développement est là, l'industrie, les services, et aussi, et de manière peut-être plus préoccupante, dans notre vie privée. Vous avez maintenant ce concept qui émerge, qui fait l'objet de beaucoup d'études, qu'on appelle en anglais les social robots, donc les robots sociaux, qui sont donc des robots qui vont petit à petit rentrer dans notre vie. C'est déjà le cas beaucoup plus en Asie, notamment par exemple les Japonais, peut-être pour des raisons aussi culturelles, ont beaucoup moins de difficultés que nous à coexister avec des robots. Vous avez donc ces robots qui aident par exemple des personnes âgées à marcher, qui leur aident à monter les escaliers. Vous avez aussi des robots pour les enfants, un robot qui s'appelle Paro, qui est un robot japonais, qui a, selon certaines études, démontré des capacités à aider les enfants autistes. Il semblerait que les enfants autistes ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec un robot un peu humanoïde, ou aussi pour aider des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, des résultats tout à fait intéressants de l'usage des robots. Donc, ça aussi c'est un développement intéressant, pas forcément négatif, mais vous imaginez toutes les séries de questions que vont poser ce genre d'utilisation, des questions de respect de la vie privée. Nous avons parlé cet après-midi à l'université de la protection des données en détail,
propriété intellectuelle, et même des questions psychologiques très très sérieuses. Et il y a déjà des études qui montrent par exemple que certaines personnes âgées s'inquiètent du sort de leur robot. Mais je ne l'ai pas revu depuis plusieurs jours, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Et des personnes seraient même, semble-t-il, selon certaines études psychologiques, affectées d'apprendre que le robot a peut-être été détruit ou remplacé par un autre. Donc vous imaginez les relations nouvelles que cela crée. Eh bien justement, mon objectif est de faire un petit panorama, de revenir un tout petit peu en arrière, et vous allez voir qu'on va remonter très très loin, paradoxalement, car ces questions-là que j'évoque ici ont déjà été abordées par la littérature. Alors on va déjà partir avec l'Antiquité. Donc déjà dans l'Antiquité, on va trouver ce genre, imaginez-vous, de problématiques. Bien sûr, tout le monde connaît le mythe de Prométhée, qui donc dérobe le feu et va le donner aux êtres humains, mais selon beaucoup d'écrits, Prométhée est aussi une personne qui fabrique déjà un être humain à partir de la glaive. Et vous savez, malheureusement, le sort qui a été réservé à Prométhée, c'est qu'il a été attaché à un rocher et qu'un aigle lui mangeait le foie tous les jours, et ce foie se reconstituait pendant la nuit. Avouez que c'est un sort assez néfaste, et ce qui est très intéressant, c'est que ce mythe de Prométhée, qui est donc cette image, au fond, on pourrait dire, on va punir l'être humain qui a voulu défier un peu les dieux, avec le feu, mais aussi peut-être en essayant de fabriquer un être humain. Ce mythe va se retrouver d'ailleurs très souvent, on y reviendra bien sûr dans Frankenstein, mais dans différents aspects et dans différentes visions peut-être même que l'on a des robots. Toujours dans la mythologie grecque, vous avez le fameux dieu Héphaïstos. Héphaïstos est un personnage aussi assez extraordinaire dans ce contexte. Alors c'est un dieu qui est, semble-t-il, boiteux, un peu maladroit comme ça. En attendant, il fabrique des choses extraordinaires, il fabrique des statues qui sont capables de marcher. Il est toujours entouré de ces fameuses servantes qui sont en or et qui sont des automates, avant la lettre, des formes de robots qui existent déjà. Et Héphaïstos, il y a plusieurs versions, mais selon certaines versions, il est le père de Talos. Et Talos, c'est un géant automate qui donc surveille l'île de Crète. Il se promène 3 fois par jour, donc il fait le tour de l'île de Crète pour surveiller qu'il n'y a pas des intrus. Donc c'est un géant, il est particulièrement difficile parce que s'il voit des intrus, il peut les égorger, il peut les lapider. Donc c'est un personnage assez angoissant, et c'est au fond une première forme, je dirais, d'apparition des robots. Vous avez aussi Dédale, toujours dans cette digne successeur d'Héphaïstos, qui est un génial architecte. C'est lui qui fabrique le fameux labyrinthe. On parle même dans la langue française d'un Dédale aussi de temps en temps. Et selon certaines versions également, Dédale est capable de fabriquer des statues qui marchent. Donc, vous voyez déjà dans cette mythologie grecque cette idée de différentes personnes, des dieux et autres, qui fabriquent des automates, qui sont capables de marcher et même qui sont capables de vie. Et ça, c'est le mythe de Pygmalion. Pygmalion, c'est une histoire aussi assez extraordinaire. Donc Pygmalion, c'est un sculpteur. Il est décrit dans les Métamorphoses d'Ovide. Et Pygmalion fabrique une sculpture en ivoire, une femme en ivoire, et il tombe amoureux de sa sculpture. Alors, il va trouver Aphrodite, la déesse de l'amour, et il lui dit, franchement, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Et Aphrodite donne vie à cette sculpture en ivoire, et bien sûr, Pygmalion est amoureux de cette sculpture, et selon certaines versions, il aurait même 2 enfants. Imaginez le chemin parcouru avec donc une sculpture en ivoire qui devient un être humain et qui engendre 2 enfants. Nous sommes dans l'Antiquité, nous sommes dans la mythologie grecque. Avouez que c'est très très moderne quand même comme vision. Vous avez aussi dans la tradition juive, vous avez aussi les golems, comme on appelle. Il y a toute une série d'histoires sur ces golems qui sont également des personnages, et c'est assez intéressant parce que vous retrouvez les mêmes idées aussi un peu dans la mythologie grecque. J'ai été regarder, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans d'autres cultures aussi en Asie,
vous retrouvez cette idée toujours donc d'êtres humains qui sont fabriqués par du sable, par de la glaise, et qui deviennent des êtres humains. Et le golem devient petit à petit un géant, et au bout d'un moment, il prend trop d'importance, et donc on lui enlève la vie. C'est aussi une tradition que l'on retrouve à cette époque-là. Alors, petit à petit, je dirais, on va vers le siècle des Lumières, et on commence à mettre en place, cette fois véritablement, on sort du mythe, et on vient dans la réalité, si je puis dire, encore que on n'y était pas hein, en l'Antiquité, peut-être que ça a vraiment existé. Personne n'est là vraiment pour nous dire le contraire. Mais en tout cas, le siècle des Lumières commence à fabriquer des machines, des véritables automates, et donc on commence à être confronté à la réalité de ces instruments. Alors, premier personnage très intéressant, c'est Pascal. Alors Pascal, il est le premier à fabriquer la machine à calculer. Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il a fabriqué cette machine à calculer ? Ça intéressera mon père, j'ai le plaisir d'avoir ici, c'est que son père était collecteur d'impôts. Le père de Pascal était collecteur d'impôts, et il en avait marre, et il trouvait tellement difficile de calculer les impôts pour dans la province dans laquelle il était, et donc son fils Pascal fabrique une machine à calculer, la première, le génie déjà de Pascal, hein, qui est donc, on peut dire, les premières automates, enfin les premières machines de technologie. Et donc, dès cette époque-là, petit à petit, les philosophes, la science, commencent à s'intéresser, je dirais, à une vision philosophique de ces machines qui prennent de plus en plus d'importance. Et alors là, vous avez déjà un premier affrontement, je dirais, doctrinaire entre deux thèses. Vous avez Descartes, bien sûr. Alors Descartes, on connaît son texte sur les animaux-machines. Alors lui, Descartes, il a une vision très très froide. Et j'en parle parce que vous allez voir que cette vision-là est reprise aujourd'hui par certains roboticiens ou certaines personnes qui examinent comment aborder ces robots. Alors Descartes, il parle, lui, des animaux. Bien sûr, il n'y a pas encore véritablement des robots à l'époque. Et il dit, au fond, les animaux, ce sont des machines. Ils n'ont aucune âme, ils n'ont aucune raison. Et il a une phrase, d'ailleurs, assez brutale. Et il dit, lorsqu'on entend les hurlements d'un animal dans une vivisection, ces hurlements, et je cite, n'ont pas d'autre signification que le timbre d'une pendule. Ça, c'est la vision mécanique des animaux. Gardez ça à l'esprit parce qu'on pourra peut-être revenir sur cette vision lorsqu'on parle d'un robot. Mais déjà, à l'époque, Jean-Jacques Rousseau, justement, a une approche beaucoup plus moderne et très visionnaire de cette problématique. Il ne partage pas du tout la vision de Descartes, et il dit, mais au fond, un animal, il fait partie du droit naturel, il fait partie avec les êtres humains, et donc les humains, mais c'est encore une vision très, très anthropomorphiste, les humains doivent un certain nombre d'obligations et de devoirs à l'égard des animaux. Et ensuite, vous avez Bentham, un petit peu après, qui alors lui va encore plus loin et qui est considéré aujourd'hui comme peut-être un des visionnaires les plus proches de la problématique qu'on va devoir examiner. Et lui, il va même jusqu'à dire, ça va plus loin que ça, un animal, il va souffrir véritablement. D'ailleurs, il semblerait que certaines études scientifiques le démontrent. Et donc, quelqu'un qui peut souffrir, on doit lui donner un certain nombre de droits. Donc, vous voyez le chemin parcouru entre l'animal complètement mécanique, qui a donc aucun droit, après la vision de Rousseau qui dit, quand même, dans le cas de l'humanité, un homme doit donner un certain nombre de droits à un animal, mais c'est une vision qui part de l'homme, et je dirais Bentham qui va encore plus loin, et qui dit, non, mais l'animal, il va souffrir, et donc on doit quand même lui donner un certain nombre de droits. C'est une réflexion de l'époque que vous allez retrouver aujourd'hui, avec certains spécialistes de la robotique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on évoque même, par exemple, dans certains endroits, l'idée de peut-être conférer certains types de droits aux robots. Les juristes évoquent même l'idée peut-être de créer une sorte de nouvelle personne morale, nouvelle personnalité qui serait un robot. Et donc, comment justifier ça ? Pourquoi est-ce qu'on va donner un droit à un robot ? Et là, les réflexions de personnes comme Rousseau, comme Bentham, font tout leur sens pour donner peut-être une assise philosophique à cette vision. Alors, on va de plus en plus se rapprocher des robots. On est encore là, je dirais, on tourne un tout petit peu autour des machines. Et c'est le 19e siècle qui va alors
commencé à faire une sorte de tournant dans ce domaine. Et c'est là, effectivement, où arrive le roman de Mary Shelley en 1818, donc le roman Frankenstein. J'ai ici le livre qui est tiré de l'exposition et de toute la présentation que la Fondation Bonne-Mère avait faite. Et c'est vrai qu'avec le recul, ce roman est un coup de maître, est un roman peut-être vraiment un tournant, en tout cas même dans la vision, si l'on veut parler des robots. Et il s'agit cette fois, d'ailleurs le roman s'appelle aussi le Prométhée moderne, donc vous avez la référence directe à l'Antiquité grecque. Et donc, tout le monde connaît cette histoire. Certains parfois se trompent en croyant que Frankenstein c'est le monstre, mais en réalité Frankenstein c'est un savant suisse qui va fabriquer, pas un robot, mais qui va fabriquer un être humain, mais qui est un peu comme un monstre, semble-t-il. Et donc, ce monstre va finalement se rebeller parce qu'il constate qu'il n'est pas accepté par les êtres humains. Et pourtant, il essaye, hein, il essaye bien au début de se faire reconnaître. À un moment, il y a un moment où il se cache même dans une maison et il n'ose pas se montrer. Et puis après, il dit « Non, mais maintenant, je pense que j'ai bien compris, je vais leur parler, ça va bien se passer. » Ça se passe évidemment très très mal. Et du coup, il se retourne contre son créateur et il commence à tuer. Et le créateur devient d'ailleurs fou, le suit un peu partout. Enfin, c'est un roman assez percutant. Mais vous retrouvez dans ce roman, de nouveau, cette idée néfaste du robot qui se retourne contre son créateur, une vision donc déjà, le ton est donné, une vision extrêmement pessimiste. À peu près à la même époque, vous avez un autre texte, c'est un conte d'Hoffmann, qui est aussi tout à fait fascinant, et vous avez, donc ce conte s'appelle L'homme au sable, et là aussi on va retrouver cette première idée, cette première apparition, pas encore véritablement des robots, mais des automates. Et donc, dans ce conte, vous avez Nathanaël, qui est un jeune étudiant plein d'enthousiasme, et qui voit par la fenêtre une femme magnifique, qui est la fille d'un professeur de physique. Et il tombe amoureux de cette femme, Olympia, elle s'appelle dans le texte. Il se trouve qu'Olympia, c'est un automate, donc, Nathanaël est donc tombé amoureux d'un automate. Ça se passe très très mal entre le père, si je puis dire, le fabricant, le professeur de physique, le fabricant d'Olympia, et ils se battent, et finalement, le père décide de détruire cet automate. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nathanaël, fou de chagrin, se jette depuis le sommet d'une tour et il se suicide, fou de chagrin. Donc, voilà un conte quand même assez visionnaire, finalement, pour l'époque, dans laquelle vous allez retrouver toute une série des thèmes qu'on aborde aujourd'hui. Donc la question de l'amour qu'un automate peut déclencher chez une personne. Nous sommes là en 1818, hein, donc le conte d'Hoffmann, et les conséquences de nouveau dramatiques. Ça finit très très mal, on se suicide, on détruit brutalement l'automate, et donc toute une série de thèmes qui vont être pris. Il faut savoir que Freud, semble-t-il, a été fortement influencé par ce conte, parce qu'il a développé une thèse qu'il appelle d'ailleurs l'inquiétante étrangeté, qui est donc une réaction psychologique que les êtres humains peuvent avoir si on ne sait pas si quelque chose est vivant ou pas. Et vous avez des roboticiens japonais, il y a un roboticien japonais récent, et j'aime beaucoup ce thème. Il a développé ce qu'il appelle la thèse de la vallée dérangeante. La vallée dérangeante. Et il s'inspire d'ailleurs du conte d'Hoffmann. Donc c'est Masahiro Mori, qui est donc un roboticien japonais. Et lui, il développe la thèse en disant, plus un robot va ressembler à un être humain, et plus on va se sentir mal à l'aise, et plus on va être dans une situation difficile. Ça, c'est la thèse de la vallée dérangeante. C'est une thèse qui n'est pas du tout partagée par de nombreux chercheurs actuels, qui ont tendance à dire qu'en réalité, au contraire, on va se familiariser et on va être finalement à l'aise avec les robots. Mais enfin, c'est quand même un spécialiste qui écrit cela. Voilà, donc ça c'est pour le 19e. Vous avez en passage, je mentionne juste Pinocchio, quand même, qui est créé à peu près quelques années plus tard par, bien sûr, Carlo Collodi. Pinocchio, c'est quand même une machine en bois, c'est une petite poupée en bois qui est créée, mais cette poupée, mais c'est vrai qu'il faut l'intermédiaire d'une fée qui arrive et qui donne la vie. C'est un peu comme Aphrodite qui vient donner la vie à la sculpture
de Pygmalion. En tout cas, Pinocchio développe une propre existence. Il semblerait qu'il ne se comporte pas bien, mais la fin, et voilà un premier exemple, ça finit plutôt bien dans le roman de Pinocchio. Mais selon certains spécialistes, il semblerait que la fin de roman de Pinocchio a été modifiée et que selon certains experts, en réalité, ça finissait très très mal dans la version, si je vous préférez, vraisemblablement de l'auteur, mais sous la pression, il aurait modifié la fin pour dire non, finalement, ça devient un gentil garçon, et il travaille et il étudie. Alors, ça, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas, vu cette tendance générale à cette vision, encore une fois, très très négative. Alors, pour terminer ce 19e siècle, alors j'aimerais évoquer un roman qui, je crois, n'est pas très connu et qui est absolument incroyable dans ce contexte, qui est le roman donc L'Ève future de Auguste de Villiers de L'Isle-Adam. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Ça, c'est peut-être d'ailleurs l'ancêtre de la science-fiction, et vous êtes en plein cette fois dans la problématique que j'évoque avec vous ce soir. Donc dans ce roman, vous avez un personnage, Lord Ewald, qui est tombé amoureux d'une femme, magnifique semble-t-il, mais un peu sotte. Alors, lors d'un dîner, et il dîne justement avec le fameux, comment s'appelle, le fameux Thomas Edison, donc l'inventeur, le grand inventeur Thomas Edison, qui devient un héros de roman, donc c'est tout à fait romancé. Et il a une discussion, donc, ce Ewald avec Edison, et il lui explique son problème. Il dit, voilà, tu comprends, je suis amoureux de cette femme, elle est superbe, mais bon, tu vois, elle n'est pas très très intelligente. On pourrait utiliser même d'autres termes si on était un peu plus familier. Et à ce moment-là, Edison lui dit, mais moi j'ai une solution pour toi. Je vais fabriquer une femme qui sera exactement comme cette femme que tu aimes, mais elle va être hyper intelligente. Et alors il fabrique, et dans le roman de Villiers de L'Isle-Adam, il y a le terme, il parle d'andréide. Alors plus tard on utilisera plutôt le terme de androïde, mais c'est l'apparition en français de cette idée d'andréide, qui est en quelque sorte un robot qui ressemble le plus à un être humain. Alors il y a un moment absolument incroyable dans le roman où finalement Ewald va voir Edison, lui dit « Alors tu sais, j'ai retrouvé de nouveau cette femme, donc c'est cette femme qu'il aime qui s'appelle Alicia, j'ai parlé avec Alicia, non mais alors tu sais, franchement, c'était vraiment bien, je trouve que ça va beaucoup mieux, je suis vraiment fou amoureux d'elle. » Et en réalité, Edison lui dit « Mais non, celle avec qui tu as parlé, ce n'est pas Alicia, mais c'est l'androïde que j'ai fabriqué pour toi. » Donc une sorte de quiproquo assez extraordinaire. Alors bon, le roman est absolument génial à mon avis, il est un peu long et c'est semble-t-il volontaire, parce qu'en fait c'est une critique beaucoup de la science et des scientifiques. Vous avez des descriptions techniques de l'androïde qui sont assez longues et fastidieuses, dans un jargon il a exprès utilisé pour se moquer un tout petit peu, peut-être de nos articles aussi des fois que nous utilisons à l'université, qui sont lus peut-être par 3 personnes, voire même par nous-mêmes. Et donc c'est un aspect peut-être un peu fastidieux de cet ouvrage. Mais ce qui est assez incroyable, donc, c'est qu'à la fin, évidemment, le héros tombe fou amoureux donc, de l'androïde, il la prend avec lui, ils partent. Mais le bateau fait naufrage, tout le monde coule et tout le monde meurt à la fin. Donc c'est de nouveau cette vision prométhéenne. Ah, vous avez voulu aller trop loin, vous êtes punis et Dieu va vous punir, vous allez couler dans un bateau. Ce qui est assez aussi incroyable dans ce roman, c'est qu'alors, pourquoi j'ai dit que c'est un roman peut-être de science-fiction ? Parce que, évidemment, le grand problème de l'auteur, c'est de se dire comment je vais donner la vie à cet androïde. On voit que dans Pinocchio, vous avez une fée qui arrive, vous avez peut-être Aphrodite qui peut donner la vie dans certaines métamorphoses, mais là, nous sommes quand même au 19e siècle, il faut trouver quelque chose. Et alors, c'est là où il y a un côté surnaturel qui intervient dans le roman. Vous avez un personnage surnaturel qui s'appelle Savannah, donc, qui est utilisé dans le roman, et vous avez un médium, donc qui est une personne âgée que héberge Edison, et cette personne âgée est le médium, et Savannah rentre dans l'âme de l'Ève nouvelle, et c'est grâce à cette intermédiation que l'intelligence survient sur l'andréide.
ça devient un petit peu compliqué, mais vous voyez l'idée peut-être d'une sorte de science-fiction à ce moment-là. Peut-être on est même dans le fantastique de cette partie du roman. Donc c'est un roman, je trouve, complètement visionnaire, qui a un peu anticipé toute une série de thèmes qui allaient être repris par la suite. Pour certains des commentateurs de ce roman, il y a même un peu le mythe de Faust aussi, puisque certains disent, au fond, le pacte de Ewald avec Edison est un pacte faustien, c'est-à-dire il dit, je suis prêt à partir avec cet androïde, et c'est une sorte de pacte avec la science. Il y a toute une vision aussi très très fascinante de ce livre. Et puis dans le dernier peut-être ouvrage que je voulais citer toujours dans le 19e siècle, c'est bien sûr le grand écrivain Wells, qui a fait La Guerre des mondes. Donc la Guerre des mondes, c'est les Martiens qui viennent envahir le monde. Et c'est vrai que les Martiens d'ailleurs sont accompagnés de robots, déjà à l'époque, qui sont des robots à 3 têtes. Et alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait ça se passe évidemment très très mal. Les Terriens sont totalement désarmés face à l'invasion de ces robots et de ces Martiens. Mais déjà, il a bien pensé à des problèmes qui sont quand même malheureusement d'actualité. C'est que petit à petit, on constate que les Martiens commencent à tous tomber malades et ils tombent tous comme des mouches, et la fin finit que finalement ils ne s'arrivent pas à s'adapter à des aspects biologiques de la Terre, et ils n'ont pas une immunité sur la vie sur la Terre, et finalement c'est comme ça que les Terriens sont sauvés. Mais vous avez déjà dans ce roman de nouveau l'apparition d'un thème qui revient très d'actualité aujourd'hui, ce qu'on appelle malheureusement les robots tueurs. Vous savez qu'on discute à l'ONU, en ce moment même d'ailleurs, de règles pour essayer de restreindre un peu l'utilisation de ces robots qui seraient utilisés comme armes. Imaginez qu'un robot doit décider s'il va tirer ou pas sur une personne. Et vous avez ça dans le roman de Wells. Et il y a un autre roman de Wells qui s'appelle L'île du docteur Moreau. Là aussi, il anticipe d'autres thèmes qui sont d'actualité. Et là, c'est une personne qui subit un naufrage, mais qui cette fois, contrairement au cas précédent, est sauvée, se retrouve sur une île. Et sur une île, vous avez une sorte de chercheur, on imagine un peu maléfique, spécialiste de la vivisection. Et ce chercheur fabrique en fait des animaux augmentés, on dirait aujourd'hui, des sortes de suranimaux. Donc des animaux mi-hommes, mi-animaux, qui sont donc des êtres un peu hybrides. Et vous avez toute une réflexion sur la vivisection. Et pour moi, ce roman peut se lire à la lumière des thèmes sur lesquels je vais revenir rapidement à la fin, du transhumanisme, où on envisage d'ailleurs, vous avez toute une série de chercheurs qui vont, notamment Kurzweil ou des gens, surtout aux États-Unis, qui envisagent peut-être d'utiliser la robotique et l'intelligence artificielle pour, entre guillemets, s'augmenter, c'est-à-dire pour augmenter les capacités cognitives ou autres. Et vous retrouvez ce thème, franchement, dans le roman L'île de Dr Moreau, mais on reste au stade des animaux augmentés. Et alors, j'arrive maintenant au XXe siècle, et vous voyez qu'il y a déjà énormément des thèmes qui sont abordés avant, finalement. Alors, évidemment, le XXe siècle, c'est l'apparition des véritables robots dont on parle à l'heure actuelle. Et le grand, bien sûr, le grand roman de ce tournant, c'est le roman, enfin c'est une pièce de théâtre d'ailleurs de Karl Čapek, l'écrivain tchèque. Et on dit d'ailleurs que c'est lui qui a inventé le mot robot. Le mot robot apparaît effectivement tel quel dans son texte. En réalité, il le dit lui-même lors de l'interview, c'est son frère en fait qui a trouvé le mot robot. Son frère est un peintre, Joseph Čapek, et il ne savait pas trop comment appeler ces espèces d'êtres qui sont fabriqués. Donc c'est dans le roman de Čapek, vous avez donc une usine à robots qui s'appelle Rossum Universal Robot. Et c'est assez intéressant parce que vous avez dans ce roman une dame, Miss Glory, c'est vraiment tellement visionnaire, qui est responsable de la Ligue, à peu près c'est la Ligue pour la protection des robots. Vous voyez déjà un peu le cadre. Alors elle vient, elle dit mais c'est pas possible, ces robots sont maltraités, il y en a 100 000 qui sont fabriqués, ils sont vendus par le monde. On doit commencer à leur donner des droits à ces robots, etc. Donc Miss Glory fait tout un plaidoyer, elle est donc écoutée. On commence à donner des droits aux robots, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les robots se retournent et ils massacrent tout le monde, sauf une personne qui est l'ingénieur
qui a créé ces robots en disant oui mais lui il a au moins travaillé de ses mains pour fabriquer et finalement il survivra à cette affaire. Vous voyez de nouveau une vision extrêmement noire. Il faut dire que là nous sommes en 1920, donc vous voyez le contexte dans lequel ces textes sont écrits, mais c'est ce robot machine qui fabrique et qui petit à petit se retourne contre son créateur. Dans le même contexte, quelques années après, Romain Rolland, également, prix Nobel de 1915 de littérature, dans un texte, je crois, dont l'original se trouve ici à la Fondation Bodmer, donc c'est la révolte des machines, vous voyez, le ton est donné, la révolte des machines, et c'est un texte presque un peu drôle, mais en réalité c'est plein d'ironie, dans lequel, effectivement, des machines, alors ce n'est pas véritablement des robots, mais ce sont des machines qui commencent à se révolter, elles en ont marre, alors les gens commencent à se cacher dans une grotte, pendant ce temps vous avez une foreuse qui vient exprès essayer de les retrouver, donc tout le monde s'enfuit, et les êtres humains sont asservis petit à petit par ces machines. Donc de nouveau ce thème. Mais, intéressant, c'est que certains humains commencent donc à s'occuper à les nettoyer, à les huiler, à les réparer, et ils constatent que certaines des machines ont des égos un peu surdimensionnés, et alors ils commencent à monter les machines les unes contre les autres, et du coup ils arrivent à rétablir la situation, et les êtres humains reprennent un peu le contrôle. Voilà, donc ça c'est le premier, je dirais, la première partie du XXe siècle, dans laquelle on a donc cette description des robots machines. On est cette période des années 20, vous voyez, donc c'est la société vraiment industrielle, une ambiance très noire, des machines qui se retournent la plupart du temps contre leur créateur. Et alors, vous arrivez à ce moment-là, vers les années 30 et 40. On aurait pu penser qu'à ce moment où nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale, on allait renforcer cette vision très négative des robots, et pourtant, c'est évidemment l'époque d'Asimov, le très grand écrivain, peut-être un des plus grands écrivains dans le domaine, je dirais, de la robotique, Asimov, qui est peut-être le premier, finalement, à donner une vision un peu plus positive, dans laquelle vous allez voir des robots qui vont collaborer avec les êtres humains, qui vont les aider à résoudre des problèmes, qui vont exercer des tâches qui sont très fastidieuses et dangereuses à la place des humains. Et conscient du risque que ce développement peut poser, surtout sur la base des écrits dont j'ai parlé, c'est là où Asimov va développer, et encore une fois, c'est des développements qui se font dans le cadre de fiction. Donc, il développe ces fameuses lois de la robotique, et ces lois de la robotique, c'est dans des romans. Et la plupart des écrits d'Asimov sur les robots sont en fait des petites histoires dans lesquelles il va tester ces lois de la robotique et montrer parfois leur insuffisance. Et il faut savoir que ces fameuses lois de la robotique, il y en a 3, et après il y en a une 4e qui est arrivée, sont encore utilisées aujourd'hui par des roboticiens dans la science, mais bien sûr, elles sont plus adaptées forcément au monde moderne, mais elles sont toujours respectées, et c'est quand même la force d'un écrivain, donc dans le cadre d'une fiction, qui a réussi à développer une sorte de cadre éthique avant la lettre pour les robots. Alors, ces lois sont au nombre de 3, et la première, ils disent tout simplement, un robot doit respecter les ordres d'un humain. D'accord. La deuxième, c'est un robot ne peut pas faire un mal. Non, excusez-moi, non, je ne veux pas que je me trompe dans l'ordre. C'est ça. Oui, premièrement, un robot, c'est pour ça. La première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain. D'accord. La deuxième loi, c'est un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si ça porte atteinte à la loi numéro 1. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger sa propre intégrité, sauf si ça porte atteinte à la loi numéro 1 ou la loi numéro 2. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que finalement, le robot doit se protéger lui-même, mais seulement si il n'a pas un ordre contraire d'un être humain ou si ça ne porte pas atteinte à un être humain. Alors, il y a juste une histoire, il y en a plein, mais j'aimerais juste vous raconter cette histoire qui est franchement assez extraordinaire pour illustrer les problèmes posés par cette loi. C'est une nouvelle qui s'appelle en anglais Runaround, et dans laquelle vraiment il développe, c'est peut-être celle dans laquelle il développe le plus ces lois, qu'on traduit par cercle vicieux en français.
Et alors effectivement, dans cette histoire, vous avez des robots qui sont envoyés sur une planète pour aller chercher du minerai, mais c'est du minerai qui est assez toxique, et semble-t-il qui est même toxique pour le robot lui-même. Alors, les robots partent donc sur le terrain pour aller chercher ce minerai, et au moment, donc ils partent, et ensuite, quand ils s'approchent du terrain, ils reviennent en arrière, et ils reviennent au point de départ, et après au point de départ, ils repartent. Et ils commencent à faire un cercle vicieux, un run-around. Au fond, ils tournent en rond. Et donc, on envoie, et vous avez 2 inspecteurs qui sont spécialisés sur les robots, on les envoie là-bas pour dire, allez voir ce qui se passe, réglez-moi ça, c'est pas possible, ces robots qui tournent en rond, et franchement, ça devient problématique. Et au fond, ce qu'illustre Asimov dans cette pièce assez cocasse, c'est la loi numéro 2 et la loi numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? La loi numéro 1, on lui dit, vous devez obéir aux ordres d'un humain. Donc on lui dit, allez me chercher le minerai. Donc le robot, il part. Mais quand il arrive vers le minerai, il se dit, ouh là là, mais attention, c'est dangereux pour moi. Donc c'est la loi numéro 3, je ne dois pas porter atteinte à moi-même. Mais donc il revient en arrière. Mais vous allez me dire, mais non, il doit respecter la loi numéro 2. Mais ce qui montre dans le roman, c'est que l'ordre n'était pas donné de manière très très claire. L'ordre était ambigu. Et dès lors, le robot revenait en arrière parce que l'ordre qui avait été donné n'était pas clair, et c'est seulement quand il revient au point de départ qu'il se dit « Ah, mais je dois aller chercher le minerai ». Et donc la solution du cas, si on était des juristes, c'était simplement de donner un ordre précis en disant « Tu vas chercher ce minerai », et donc les 2 inspecteurs transforment le robot et donnent un ordre précis, et les robots vont chercher le minerai, et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Donc toutes ces pièces d'Asimov sont assez incroyables, où il teste ces lois, et il y en a une à la fin d'ailleurs où il invente une nouvelle loi dans laquelle le robot doit protéger l'humanité, parce que c'est une lacune du système. 3e phase, je dirais, donc, pour le XXe siècle, donc je dirais première phase, comme j'ai décrit, c'est une phase très négative, Capet, etc. 2e phase, c'est Asimov, où on commence à avoir des robots un peu collaboratifs. Et alors la 3e phase, c'est évidemment, à partir de là, le développement tout azimut de la science-fiction. Rassurez-vous, alors on pourrait passer toute la nuit, tellement il y a des ouvrages dedans, mais j'aimerais juste illustrer peut-être deux grands classiques qui sont très importants pour la réflexion. Évidemment, George Orwell. Vous me direz, George Orwell, c'est certainement pas un ouvrage sur les robots, et pourtant, Big Brother. Qui est Big Brother? On ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas un grand robot, une grande intelligence artificielle qui surveille tout le monde? En tout cas, c'est une crainte qui a été mise par beaucoup de chercheurs sur l'influence peut-être de la robotique qui pourrait, et j'y reviendrai, surveiller, contrôler tout le monde. Mais vous avez un autre écrivain aussi très intéressant qui a d'ailleurs souvent fait l'objet, ses ouvrages ont souvent été repris dans des films, c'est Philip Dick, et vous avez notamment le film Blade Runner, que je vous recommande vivement s'il faut aller en choisir un, notamment pour la musique de Vangelis, absolument extraordinaire. Vous plongez dans ce film, en grande partie, je pense, grâce à la musique qui est extraordinaire de Vangelis, mais aussi le caractère visionnaire de ce roman. Alors, vous n'allez pas me croire, mais la traduction en français, je suis même obligé de la lire, du film Blade Runner, enfin du livre, parce que c'est basé sur un livre, c'est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Avouez que le lien n'est pas évident entre Blade Runner. Enfin bon. Donc je préfère le titre en anglais, mais c'est comme ça. Et donc dans ce roman, de nouveau très intéressant, qui pose tous les problèmes de notre époque, vous retrouvez ce thème, mais qui n'est pas déjà nouveau, c'est un vieux thème, où vous avez une personne, c'est Harrison Ford, l'acteur, qui tombe amoureux de ce qu'on appelle des réplicants. Donc ce n'est pas des androïdes, mais ce sont des réplicants, mais des réplicants, ce sont des robots, mais qui sont exactement semblables à des êtres humains, et la seule manière de les détecter, c'est un test oculaire qui, par une série de questions, permet de distinguer si vous avez affaire à un réplicant, à un robot. Mais il se trouve que l'héroïne sur laquelle Harrison Ford jette son dévolu est peut-être un réplicant d'une nouvelle génération qui est même capable de résister aux tests oculaires, et le film vous laisse dans l'incertitude jusqu'à la fin de savoir si finalement cette personne est un robot ou pas. C'est une allusion d'ailleurs à un fameux test
Là, nous sommes dans la robotique de nouveau. Le père de la robotique, c'est le célèbre physicien Turing. Et vous avez le fameux test de Turing que l'on utilise à l'époque pour savoir si une machine est intelligente ou pas. Et dans le test de Turing, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met face à, par exemple, une télévision, et vous avez deux personnes de l'autre côté, une machine et un être humain. Et donc, vous allez poser une série de questions à la télévision, et la machine ou l'être humain va vous répondre. Et le test de Turing est réalisé si vous n'êtes pas capable de savoir si finalement la question que vous avez posée à la machine, est-ce que c'est un être humain qui a répondu ou est-ce que c'est une machine? Et je trouve que dans le film de Blade Runner, vous avez cette idée, en fait c'est une forme de test de Turing qu'on fait passer à la machine, mais simplement elle est transposée avec une analyse des yeux. D'ailleurs c'est la réaction des yeux qui va vous dire si vous avez affaire à un répliquant ou pas. Et ensuite alors, dernière phase peut-être je dirais de XXe siècle, c'est le robot moderne, c'est le robot auquel on a vraiment affaire et qui nous préoccupe aujourd'hui. Bien sûr vous avez le film de Stanley Kubrick. Le thème c'est robots dans la littérature, mais le film de Stanley Kubrick est basé en réalité sur un ouvrage qui a été rédigé aussi par Clarke, donc c'est un ouvrage qui a été co-préparé, également extrêmement visionnaire cet ouvrage, et surtout dans la scène dans laquelle vous avez des astronautes qui partent sur Jupiter. Je vous recommande vraiment ça aussi ce film, là aussi la musique est extraordinaire, et vous avez un robot qui s'appelle HAL, donc H-A-L, mais ce n'est pas un robot au sens où on l'imagine, c'est déjà très très moderne. Là, nous sommes dans l'intelligence artificielle, c'est en fait un ordinateur simplement, HAL. Et HAL se rend compte que les astronautes ont des choix qui font perdre l'efficience de la mission, on risque de perdre du temps, et il se dit, finalement, il faut que j'élimine ces astronautes, parce que la mission d'abord, et nous allons arriver plus vite sur Jupiter. Je paraphrase, c'est à peu près ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Les astronautes sortent visiter ou réparer un système sur la station, et le robot HAL, évidemment, ferme la porte et les empêche de revenir. Mais quand même, l'être humain reste encore à ce stade assez intelligent, puisqu'un des astronautes arrive à rentrer par une porte auquel visiblement HAL n'avait pas pensé, donc c'est pas encore tout à fait performant. Et dans une scène absolument mythique, il démantèle petit à petit le robot, et vous avez ce moment où le robot commence à divaguer, commence à chanter, enfin on voit qu'il perd complètement la tête. C'est un thème très intéressant aujourd'hui, c'est une des grandes inquiétudes du moment, où vous allez avoir ces questions éthiques qui se posent pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va mettre l'efficience avant la vie de certaines personnes? Et ce qui est aussi très intéressant dans ce texte, c'est qu'en fait, le robot n'est pas du tout sous forme d'androïde, c'est simplement, on ne sait même pas où il est, c'est un ordinateur qui est partout dans la fusée et qui surveille le tout. Vous avez aussi un musicien qui est cher à mon cœur, j'aimerais citer dans ce contexte, qui a été un peu oublié dans ce thème, et il a composé un opéra rock, et ce musicien c'est Frank Zappa. Et dans cet opéra rock qui n'a malheureusement, et pour la petite histoire, ça avait été un rêve une fois de monter, si jamais il y a des amateurs dans la salle, je suis tout à fait ouvert à la discussion, d'une fois de monter cet opéra rock, donc il existe en disque, mais il n'a jamais été réalisé comme il aurait dû être, donc c'est un opéra en fait, et dans cet opéra qui s'appelle Joe's Garage, donc le garage de Joe, vous avez justement, nous sommes en 1979, ce qu'il appelle un scrutinizer. Donc c'est un peu comme HAL, vous savez, c'est vraiment l'ordinateur central. Et ce scrutinizer existe dans un monde dans lequel la musique a été interdite. Donc nous sommes dans un monde épouvantable, la musique a été interdite, et le scrutinizer surveille tout le monde dans leurs activités, et découvre évidemment que Joe, qui est un guitariste, joue ses solos de guitare. Il est mis en prison, et vous avez cette société, et le scrutinizer apparaît très souvent, et il surveille un peu ce que tout le monde fait. Donc, pour moi, c'est même une sorte de vision à l'avant la lettre d'Internet, où, d'une certaine manière, tout ce que vous faites, déjà aujourd'hui, maintenant, est, d'une manière ou d'une autre, surveillé. Et donc, Frank Zappa peut être aussi cité dans ce contexte comme une sorte de visionnaire de ce développement.
Nous sommes alors au XXIe siècle, aujourd'hui, et ça ne vous surprendra pas si je vous indique que, à ma connaissance, j'ai de la peine à trouver au XXIe siècle, vous me direz c'est un peu tôt, mais un texte, véritablement, une véritable œuvre littéraire dans le domaine des robots, et ce qui existe malheureusement beaucoup plus aujourd'hui, ce sont des séries télévisées, ce sont des films, mais vous allez retrouver dans ces films les mêmes thèmes dont j'ai parlé. Un exemple, le film Her, de Spike Jonze, qui a eu quand même un Oscar de la mise en scène. Et dans ce film, vous avez un héros un peu perdu, un peu seul, qui tombe amoureux d'une voix d'un appareil OS1, un appareil d'intelligence artificielle d'ailleurs, c'est dit comme tel, et il tombe amoureux de cette voix. Et petit à petit, il découvre en fait que cette voix est en fait utilisée partout, par tout le monde, et il va perdre un peu l'enthousiasme. Mais vous voyez ce thème du XXIe siècle. Mais en réalité, ce n'est absolument pas moderne ce thème. Vous l'avez déjà, par exemple, dans Pygmalion et dans des thèmes ultérieurs. Alors, pour terminer, quels enseignements peut-on tirer de ces différentes apparitions dans la littérature? Peut-être trois grands enseignements, me semble-t-il. D'abord, il est vrai que si vous reprenez ces textes, je pense que ce qui prédomine jusqu'ici, c'est quand même une vision extrêmement pessimiste, extrêmement négative, qui remonte à l'Antiquité finalement, avec ce mythe prométhéen. Le créateur est puni, il a voulu défier les dieux, il a voulu aller trop loin, et vous retrouvez vraiment dans toute une série d'ouvrages qui remontent à l'Antiquité cette vision. Vous avez cette deuxième crainte aussi, les robots vont prendre contrôle sur nous. Vous retrouvez ça bien sûr dans Stanley Kubrick, dans Frank Zappa. Le pauvre être humain va peut-être tomber amoureux de cette machine, mais en réalité, il va être puni, ça va se passer très mal, et même il va se jeter d'une tour par dépit. Ça, c'est une première vision, et donc il y a très peu de cas, à part Asimov, dans lequel vous avez, pour l'instant, en littérature, un développement assez optimiste, ou je dirais collaboratif des robots. Deuxième grande ligne, peut-être, ce qui est très intéressant, et c'est là où je pense que la littérature peut nous aider énormément, c'est que toute une série des questions éthiques, par exemple, que nous nous posons, ou de collaboration avec les robots, ont déjà été examinées, et même analysées sous un angle critique par la littérature. Donc, quand on parle maintenant de l'utilisation, par exemple au Japon ou en Europe petit à petit, même si c'est moins avancé pour l'instant, mais des robots dans les hôpitaux pour aider les personnes, on a déjà des analyses, même psychologiques, ou des conséquences que la cohabitation avec ces robots peuvent poser, d'où la réflexion qui va petit à petit arriver, à la suite de Jean-Jacques Rousseau par exemple, et de Bentham, de se dire, mais peut-être aussi pour protéger les êtres humains, peut-être doit-on donner un certain nombre de droits et peut-être du coup d'obligations à des formes d'intelligence artificielle qui, et là je ne suis pas dans la science-fiction, mais je suis dans la réalité, qui aujourd'hui est en train d'apprendre, on appelle ça par exemple des smart robots, vous avez déjà le terme qui existe, donc c'est de l'intelligence artificielle qui est capable de progresser, de s'adapter à une situation et de s'améliorer dans des conséquences qui pourraient peut-être un jour même dépasser l'intelligence humaine. Donc il est impératif déjà maintenant, je pense, de se rapprocher de cette situation et d'essayer de trouver des solutions. Troisième réflexion aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la littérature a souvent aussi anticipé les réformes technologiques et l'évolution technologique. Beaucoup des choses qui ont été écrites dans le passé et même dans l'Antiquité, on commence à les réaliser aujourd'hui et on a l'impression, et ça a été confirmé par certains chercheurs, que les scientifiques lisent cette science-fiction ou ces romans, s'en inspirent pour développer des applications qui sont utilisables tous les jours. Donc là, vous avez un effet, et ça fera plaisir, je pense, aux littéraires dans la salle. Au fond, la littérature est parfois le précurseur d'évolution technologique et de révolution même technologique. Alors, en conclusion, je dirais, la littérature a anticipé les deux tendances qui sont possibles.
Vous avez une vision optimiste, mais qui est quand même minoritaire. Et cette vision optimiste, c'est de dire, au fond, ces robots vont peut-être prendre toutes les tâches épouvantables, répétitives, dangereuses. Par exemple, à Fukushima, au Japon, vous savez que c'est des robots qui sont dans la mer en train de tester le degré de radioactivité. Je doute qu'il y ait beaucoup de volontaires dans la salle pour aller plonger à la place du robot pour aller voir quel est le degré de toxicité et de cette mer. Donc, vision optimiste, et certains vont même jusqu'à dire, mais au fond, c'est l'avenir radieux qui nous attend, nous allons pouvoir nous concentrer sur nos activités philanthropiques, des activités intellectuelles, des activités familiales, et les robots feront toutes les tâches pour nous, et tout ira très très bien. La deuxième vision, c'est la vision pessimiste. Et elle, cette vision, alors, elle vous dit, elle décrit un monde très inquiétant, très angoissant, qui est un monde où l'être humain est totalement contrôlé par des robots, et voire même, c'est l'être humain qui devient petit à petit un robot et qui remplace finalement, qui devient l'esclave de la machine qu'il a lui-même conçue. Alors, ce qu'il faudra voir, c'est si ces deux visions, laquelle des deux visions va l'emporter. Il y a encore peut-être une troisième approche possible. Et la troisième approche possible, c'est alors une sorte de mélange des deux. Vous aurez des êtres humains, vous aurez des robots, et vous aurez peut-être même une troisième catégorie qui sont des êtres humains augmentés, c'est-à-dire des êtres humains qui auront essayé d'accaparer sur eux-mêmes certaines des capacités tirées de l'intelligence artificielle. On aurait donc une humanité faite de 3 personnes, des êtres humains, des robots et des êtres humains augmentés. Cette littérature reste à écrire, et au fond, peut-être qu'un jour, ce seront les robots eux-mêmes qui rédigeront cette littérature-là. Et le titre de ma conférence, c'était « Le robot dans la littérature ». Et peut-être que la prochaine conférence, ce sera « La littérature des robots ». Merci beaucoup de votre attention.